aujourd'hui, on va s'entretenir, enfin, on va parler ça va être un débat sur la commission Charbonneau. Un débat, écoutez, on n'est pas à l'émission du monde, là, on va être tranquille un peu, mais quand même, avec Isabelle Richer, que vous connaissez certainement, je vous présente, qui est journaliste aux affaires judiciaires à Radio-Canada, qu'on a beaucoup vu dans les derniers mois, parce que c'est elle qui nous fait souvent tous les rapports de la commission Charbonneau et qui en discute en ondes à Radio-Canada et à RDI. On va avoir évidemment M. Maître Robert Toupin, que vous connaissez bien, je pense pour la plupart, j'ai pu voir qu'on se connaissait bien, qui est procureur à la CSD Construction. Et une autre personne qui se passe aussi de présentation, François Vaudreuil, le président de la CSD. Pour commencer, on va peut-être faire un rappel, si Jacques veut bien changer de diapo. Aujourd'hui, justement, donc, on va faire le retour sur l'historique de la commission Charbonneau. Il y aura ensuite un résumé de la mission et on aura des discussions ensuite qui vont porter sur les notions d'enquête policière, l'influence justement de la commission Charbonneau sur l'ambiance actuelle au Québec, parce qu'on est dedans tous les jours. Hein? Chaque fois qu'on ouvre les nouvelles, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. On n'a pas eu souvent de pause à ce sujet-là. Et la troisième discussion, on va faire la conclusion, puis on va parler des conséquences de l'après-commission, hein? Comment est-ce qu'on va vivre ça. Donc, je vous fais un rappel de l'historique. Vous vous souvenez sûrement, quand on a commencé à en parler, c'était autour de 2008-2009. Il y a quelques médias qui commençaient à révéler des cas de discrimination et d'intimidation, voire de collusion, de corruption avec le crime organisé au sein de l'industrie de la construction québécoise. Et ça s'est vraiment, je dirais, cristallisé dans une émission d'enquête, entre autres, en 2009. Ça avait été aussi couvert par le journal Rue Frontenac. Vous vous rappelez que ça, c'était tenu par des journalistes du Journal de Montréal qui étaient en local. Alors, on mettait au jour des scandales de collusion et de corruption qui liaient Tony Accurso avec, entre autres, la FTQ Construction et l'administration de la Ville de Montréal. Et tout ça, ça a commencé autour de l'histoire des comptoirs d'eau, puis du politicien Benoît Labonté. Alors, quand celui-ci était dans une course pour la direction du parti Vision Montréal. Fait que donc, il y a beaucoup de gens, après ça, qui ont revendiqué la création d'une commission d'enquête publique. Je dois préciser qu'à la CSD, on était aussi dans ceux qui croyaient, justement, la tenue d'une commission d'enquête pour mieux comprendre ces mécanismes-là. Donc, il y avait les partis d'opposition aussi qui demandaient une commission d'enquête, puis les élus municipaux de la Ville de Montréal. Vous pouvez comprendre pourquoi, quand on a vu, justement, en 2012, comment ils ont été appelés souvent, justement, cette commission-là. Le gouvernement Charest avait d'abord refusé la création de la commission d'enquête, puis il avait proposé des solutions alternatives, comme la création de l'escouade Marteau et de l'unité permanente anticorruption. Finalement, en octobre 2011, Jean Charest annonce qu'il y aura la tenue d'une commission d'enquête publique. Le mandat de la commission, puis c'est important de le rappeler parce que ça va guider un peu justement les conversations qu'on va avoir. Quand on parle de collusion et de corruption, leur mandat était d'examiner l'existence de stratagèmes et le cas échéant de dresser un portrait de ceux-ci, donc de ces stratagèmes-là, qui impliqueraient de possibles activités de collusion et de corruption dans l'octroi et la gestion de contrats publics dans l'industrie de la construction, incluant les organismes et les entreprises du gouvernement, les municipalités, puis c'était dans ces stratagèmes-là, on présumait qu'il incluait aussi des liens possibles, et c'était ça qu'on fouillait, avec le financement des partis politiques. Il y a aussi un volet de ce mandat-là qui porte sur le crime organisé. Alors l'idée, c'était de dresser un portrait de possibles activités d'infiltration de l'industrie de la construction par le crime organisé. Puis, on espérait arriver à dégager des solutions de tout ça. C'est pour ça qu'on fait cette commission-là. On voulait justement trouver finalement des pistes de solutions, faire des recommandations, puis établir des mesures qui vont permettre évidemment d'identifier ces stratagèmes-là, puis dans le but de les enrayer, puis de s'assurer qu'on prévient justement la collusion, la corruption, dans la façon qu'on donne les contrats publics dans l'industrie de la construction, puis aussi prévenir l'infiltration de cette industrie-là par le crime organisé. Fait que là, vous voyez un peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, en quoi c'était relié à ça. Donc, pour commencer, je vais demander à nos trois participants de nous parler un peu de leur expérience en regard de cette commission-là. Nous allons commencer avec Isabelle Richer, qui est journaliste et qui, depuis les tout débuts, a couvert cette commission-là. Isabelle, qu'est-ce que ça, finalement, comme journaliste, ça a devenu un mandat qui est extrêmement prenant. Vous êtes là pratiquement tous les jours, la commission siège. Qu'est-ce que... Oui, du matin au soir. Du matin au soir, littéralement. Et comment est-ce qu'on vit ça comme journaliste, d'être là, et l'expérience que ça
finalement, que ça vous apporte comme journaliste? Mais c'était un grand défi, une grande joie qu'on m'assigne à la commission Charbonneau, mais je vais vous raconter comment ça s'est passé. En 2011, la commission a été créée par le gouvernement Charest, comme l'a dit Nadia. Et nous, ça faisait à peu près 2 ans, justement, que l'émission Enquête, notamment, c'est sûr, on se pète les bretelles à Radio-Canada, c'est sûr que c'est l'émission Enquête qui a beaucoup dévoilé des scandales, et donc on sentait qu'on avait un peu une part là-dedans, dans la mise en place de cette commission-là. Et tout le monde voulait la couvrir dans la salle des nouvelles, moi la première. Je savais que je n'étais pas la seule, il y avait du monde de Québec qui voulait la couvrir, on savait qu'il y aurait des incidences politiques, donc il y avait du monde qui levait la main. Mais moi, je plaidais ma cause en disant que c'était pas mal une extension de mon univers, parce que je couvre le palais de justice, donc c'était mes bandits, c'était ma mafia, c'était ma juge Charbonneau, puis c'était mes procureurs. Je les connaissais, c'était à moi, alors ça me revenait. On ne me promet rien, mais je pense que à ce moment-là, j'étais à peu près certaine de couvrir la commission Charbonneau. Et à peu près au même moment, j'ai reçu un appel de la juge Charbonneau qui m'offrait une job à la commission Charbonneau. Alors, j'étais un peu renversée, je vais vous dire que j'ai eu un 48 heures assez troublant dans ma carrière parce qu'on me demandait de devenir la relationniste de la commission. Je suis journaliste jusque dans mes tripes, alors relationniste, maternée des journalistes, ça ne me tentait pas tellement. Mais dans le ventre de la bête, vive la commission de l'Intérieur, ça m'intéressait en maudit, par exemple. Alors, j'y ai pensé, j'ai parlé à 2 personnes de grande confiance et j'ai décidé de ne pas changer de carrière. Je me suis dit que j'aimais encore mieux la couvrir que la vivre de l'intérieur. Et c'est comme ça que probablement que ça a convaincu aussi, s'il y avait des boss qui ne voulaient pas m'y affecter, je pense que ça les a convaincus. Et j'ai été affectée à la commission, à la couverture de la commission. Alors, ce que ça signifie, comme dit Nadia, c'est une affectation assez intense, je vous dirais, c'est probablement la plus intense de ma vie. Bon, j'ai couvert la crise d'Oka en termes d'intensité, c'était pas pire aussi, mais c'était plus court dans le temps. Je me consacre à ça tous les jours. J'arrive au bureau à 6h30, 7h moins quart, et je suis en onde à partir de 7h30 jusqu'à pas d'heure. Ça dépend. Si c'est intéressant le soir, je vais rester pour 24-60. Mais rassurez-vous, quand je fais des interventions à 22h, je peux en direct. On préenregistre. Alors, normalement, je pars vers 8h du soir du bureau. C'est quand même long comme horaire. C'est quand même pas pire. Ça fait des journées de 13 heures. Alors, quand je travaille juste 10 heures par jour, je trouve ça formidable. C'est vrai qu'on est plongé dans cet univers-là de façon constante, non seulement dans les bulletins de nouvelles, parce que je fais des directs, donc ma mission, je la conçois comme essayer d'extraire l'essentiel des témoignages, parce qu'il se dit beaucoup de choses, comme dans les procès. Alors, je suis un peu habituée à ce genre de façon de fonctionner, extraire ce qui s'en dit et le rendre digeste à la télé pour les bulletins de nouvelles. Et puis le soir, quand on est dans une émission comme 24-60 ou par exemple dans des émissions de radio où on a un petit peu plus de temps pour s'exprimer, faire de l'analyse. Parce que quand tu es collé sur quelque chose, vous le savez, on a tous vécu ça, aux 15 minutes à la demi-heure, on fait juste extraire des portions du témoignage et on va les relancer en ondes. Mais disons, prendre un peu de distance par rapport à ça, essayer de faire les liens entre les choses, essayer de faire, de retourner dans le temps, de retourner dans nos reportages, de corriger des choses qui sont dites à la commission qui ne sont pas tout à fait exactes, de ressortir les oublis, parce qu'il y a des gens qui oublient commodément un certain nombre de choses. Alors ça, évidemment, ça nous demande un petit peu plus de travail, ça nous demande un peu plus de mise en perspective. C'est l'affaire qui est certainement la plus difficile à faire. Et puis, bon, on prend des notes frénétiquement. Là, j'ai beau avoir mon petit engin électronique, je suis encore de la vieille école, donc je prends des notes, mais on est aussi sur Twitter, parce que il y a une petite communauté de personnes qui suivent la commission, j'allais dire le procès, la commission sur Twitter, mais il y a aussi beaucoup d'organismes qui nous suivent et qui interagissent avec nous. La FTQ Construction, la FTQ, il y a des gens qui ont des messages à nous passer. Alors quand c'était le Fonds de solidarité qui était sur la sellette, là on se faisait étriver là, sur Twitter. Alors il y a une espèce de magma d'interactions sur Twitter qui sont assez intéressantes et on s'y fait, hein, il faut qu'on joue un peu à ça aussi. Et étonnamment, on a beaucoup de...
ça fait un peu partie de notre devoir, moi je le vois comme ça, d'expliquer ce qui se passe. Et des fois, je le fais one-on-one. Je vais répondre à chaque personne, à moins que je me fasse insulter, ceux-là, je finis par les larguer, mais on répond beaucoup aux questions que les gens se posent et je les répète et je reviens, par exemple, pourquoi est-ce qu'on est en non-publication? On veut nous cacher des choses, alors là, c'est évidemment la théorie du complot là, qui émerge. Ah, c'est très fort sur les réseaux sociaux. Alors, je m'efforce d'expliquer à chaque personne pourquoi on est en non-pub, quand est-ce que ça va être rendu public, à quoi ça sert la non-pub. On répond au public, aux critiques que le public nous adresse. On essaie de ne pas nourrir le cynisme, parce que ça aussi, ça fait partie de notre mission, c'est-à-dire, en tout cas, le service public, là, les autres, je ne sais pas, mais nous, on est vraiment là pour mettre les choses en perspective. Alors, je le refais jour après jour, sans me lasser. Je pense que cette pédagogie-là nous revient presque plus à nous, Radio-Canada, qu'aux autres, parce qu'il demeure qu'on est un service public. Alors, les gens nous demandent tout le temps, est-ce que ces gens-là qui témoignent et qui disent telle ou telle chose vont être accusés? Pourquoi ils ne sont pas accusés? Est-ce qu'ils sont pas... Est-ce qu'ils ne s'exposent pas à un outrage au tribunal, par exemple, quand ils mentent? Vous voyez bien qu'ils mentent, ils ne disent pas toute la vérité. Pourquoi ils ne l'accusent pas d'outrage au tribunal? Alors, il faut répondre à ça. Les gens critiquent les procureurs. Ah, un tel, il prend trop de temps, il ne s'est pas interrogé, il est comme ci, il est comme ça. D'ailleurs, ça, c'est un certain avantage d'avoir les caméras qui montrent le travail d'une quasi-cour. Alors, c'est pas inutile, c'est pas dégradant de voir ça à l'œuvre. C'est plutôt utile, moi, je trouve. Et il faut aussi expliquer quotidiennement les limites d'une commission d'enquête. Dans quel cadre ça travaille une commission d'enquête et à quoi ça sert. Donc, plus largement que le day-to-day, le travail de terrain, je pense qu'on sert aussi à exercer une forme de pression. Parce que la commission, elle examine pas mal ce qu'on a révélé depuis 2009. Il n'y a pas eu beaucoup de nouveaux, sinon les révélations sur la corruption à la Ville de Montréal précisément. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été renversés, qui ont été surpris de voir ça. Mais nous, forcément, on connaît la matière puisqu'on l'a révélé, mais on avait des limites parce qu'on ne peut pas assigner du monde, on ne peut pas forcer du monde à nous parler. On ne peut pas faire des perquisitions, c'est de valeur. On ne peut pas faire d'écoute électronique. Alors, c'est sûr qu'on est limité, donc avec la commission Charbonneau, je pense que plus largement, ils doivent faire cette démonstration qu'ils peuvent creuser, qu'ils ont le devoir de ne pas tourner les coins ronds, puis ils ont le devoir d'aller partout où ils sont supposés d'aller. Évidemment, ce n'est pas nécessairement la faute de la commission si on ne va pas au fond des choses. Si des gens éventuellement critiquent la commission, ça repose beaucoup sur les enquêteurs, hein, vous devez le savoir, dans tous les organismes où un panel est à la merci de ce que les enquêteurs leur amènent. Alors, si les enquêteurs décident de creuser dans un sillon et puis qu'ils ne vont pas ailleurs par choix, bien là, les commissaires, ils vont faire avec ce qu'ils vont avoir. Donc, là aussi, il faudra faire cette nuance-là. Quand je disais qu'il ne faut pas alimenter le cynisme de la population, je pense que le regard des médias est fondamental là-dessus, parce que c'est beaucoup grâce aux médias que les stratagèmes ont été rendus publics, que je pense au rôle des firmes de génie conseil dans le financement des partis et la pression que ça a mis sur les contrats publics, l'utilisation des prête-noms, ça a été révélé par bien des médias, l'emprise du crime organisé sur la FTQ Construction, les tentatives du crime organisé d'avoir accès au fonds de solidarité, la discrimination syndicale, les magouilles que ça a entraîné, la collusion qui a empoisonné la ville de Laval, et j'en passe. Alors tout ça, ça avait été exposé. Maintenant, je pense qu'on est rentré un peu plus à fond ou en profondeur dans les résultats, les conséquences, le danger. Alors, oui, les commissions d'enquête ont des défauts. Je pense qu'on les remarque tous, mais Toupin va certainement en parler. Celle-ci n'est pas parfaite, comme aucune des commissions d'enquête. Il y a une méconnaissance du milieu de la construction qui a été assez apparente, je trouve, dans la façon dont ils ont géré un certain nombre de volets. Il y a plusieurs procureurs qui n'ont pas d'expérience dans les interrogatoires. Ça aussi, ça paraît. Il y a une équipe d'enquêteurs qui entretient des liens assez étroits avec l'UPAC, avec le sous-ministre en titre à la sécurité publique. Alors, je ne rentre pas dans le complot international, mais on est en droit de se poser un certain nombre de questions. Alors, ce n'est pas parfait, mais c'est la structure qu'on a adoptée. Malgré tout, je pense que cette commission-là, elle est utile, la preuve en a été faite. C'est devenu un peu un catalyseur, ça a révélé
je dirais beaucoup plus que des irrégularités. Si c'était que ça, on n'aurait pas eu besoin d'une commission d'enquête. Mais ça a révélé l'incurie des autorités, qui a permis à toutes sortes de personnes affreusement malhonnêtes de s'immiscer, de s'infiltrer, de s'inviter, et carrément d'inviter le crime organisé dans des sphères qui sont extrêmement convoitées, c'est-à-dire les sphères où l'argent se trouve en grande quantité. Alors nous, on avait exposé des stratagèmes de collusion dans le monde de la construction, mais la commission refait l'exercice avec une beaucoup plus large diffusion et avec un mandat, évidemment, qui est plus intéressant que celui des reporters, c'est-à-dire qu'elle va devoir faire des constats, elle va faire des plus grands pas, elle va devoir aller plus loin que les reporters, sinon l'exercice va être totalement inutile et incomplet et décevant. Et son utilité, je pense, au final, va se mesurer à ses recommandations, pas au déluge de recommandations qu'elle va faire, c'est pas là je pense pas que ce soit ça le but, mais si elle fait des recommandations qui sont réalistes, qui sont applicables. Et évidemment, pour moi, comme journaliste, être affectée à la commission Charbonneau, c'est pas mal un rêve, c'est pas mal ma petite séco à moi. Alors, c'est une expérience qui ne se passe pas deux fois. Ça, ben, en tout cas, je ne penserais pas, mais moi, j'espère être dans le métier assez longtemps pour assister à une transformation de l'industrie qui va pouvoir arriver que, évidemment, si on se donne les moyens de lutter contre le crime organisé, parce que c'est ça le vrai problème, c'est le crime organisé, c'est rien d'autre. Merci beaucoup, Isabelle. Je vous en prie. Et puis juste...